Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. Merci Twitch à la vérité. On va pas y arriver. Allô, allô Houston à la base, on a réussi. On a réussi les amis, que du plaisir. Démarrage en fanfare, je viens de d'ailleurs justement redémarrer l'ordinateur. On avait un petit problème, ça s'est pas lancé, il n'y avait pas la caméra. C'est quand même foutrement pas pratique sans la cam. Sans la cam, comme on dit. Donc on y est les amis, on attaque cette nouvelle émission. C'est le bordel, vraiment le démarrage a été complètement raté, mais c'est que du plaisir. Voilà, c'est que du plaisir. On est en direct sur Twitch, on est en direct sur Facebook également les amis. Et bien sûr, on est sur Twitch avant tout, hein, c'est la plateforme principale. N'hésitez pas à nous rejoindre pour plus de plaisir. On est là, on est au rendez-vous, puis il est 16h45 pétante. Donc ça fait plaisir. On va dire que le problème est réglé. Je n'ai aucune foutue idée de comment ça fonctionne, mais ça fonctionne. Voilà. Et ça, c'est sympatoche, les amis. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, les copains. Petite pensée tout à fait émue à nos amis supporters du PSG. Hein, je crois que voilà, on va commencer l'émission comme ça. On va chauffer avec ça. Gigantesque pompe à vélo, le PSG, voilà, qui s'est fait taper par Dortmund hier. J'ai regardé le match. Voilà, ça vaut pas un pichet de cidre, le PSG. On est bien. On est clairement sur des pompes qui ont cru, qui ont vu trop grand et qui ont oublié que contre Barcelone, en fait, ils ont gagné parce qu'ils étaient à 11 contre 10. Voilà. Parce que sinon, même au match retour, le PSG ne gagne pas contre Barcelone. Ou alors, en tout cas, il ne se qualifie pas. Donc là, vraiment, là, on est bien. Là, on est bien. Défaite 1-0 à l'aller contre Dortmund, défaite 1-0 hier. On peut parler un petit peu football. Alors, je sais que ce n'est pas la grande spécialité. Je sais que vous en avez globalement rien à cirer. Mais c'est quand même intéressant, je crois, de regarder un petit peu ce qui se passe. Et ça pose de sérieuses questions. J'en appelle à nos amis fans du PSG. Est-ce qu'on est d'accord que Mbappé au Real, il est sur le banc, en fait? Parce que Vinicius, Bellingham, qu'est-ce qui se passe, en fait? Donc, voilà. Hein, je crois qu'on est d'accord là-dessus. C'est la fin. C'est la fin de Mbappé. On est bon. Ça y est, il y en a marre, je peux plus le blairer, tout le monde est au courant. Donc, c'est le petit sourire pour commencer cette émission. Les amis, voilà, j'espère que vous êtes en forme, que vous ça va. C'est le plus important en ce joli mercredi 8 mai. On célèbre la libération, bravo, vive la France, absolument. Ce joli 8 mai, qu'est-ce que vous bricolez de votre côté? Qu'est-ce que ça fait? On est sur une belle semaine, là. Une belle semaine, il y a du jour férié, on se détend, ça fait plaisir. Ça fait plaisir les copains. Donc aujourd'hui c'est la détente jusqu'à 18h et la farce tranquille, nouvel épisode de quasiment 30 minutes les copains. Ouais, je vais pas vous mentir, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi cet épisode, surtout que je vous explique, on est entre nous. J'ai tendance à changer un petit peu mon fusil d'épaule sur les épisodes de la farce tranquille. C'est-à-dire que je trouve que, et d'ailleurs je suis content d'avoir votre avis là-dessus, parce que ça fait 2-3 épisodes où j'essaie de varier un petit peu dans la mesure où c'est très répétitif. Ce qui se passe, c'est très répétitif, où en plus avec les européennes, en vérité, on est voilà, sur les coups d'éclat des uns et des autres, qui disent un truc en opposition aux autres, aux uns, enfin les débats sont tout le temps les mêmes. Voilà, on va se contenter des clashs ou de Zemmour qui a pris un œuf, qui a tapé une femme. Bon, qui faisait beaucoup plus le malin face à une femme encadrée par ses gardes du corps que face à un mec qui l'avait agressé, enfin qui l'avait insulté dans la rue. Mais bon, bref, c'est un autre débat. Et je trouve que les épisodes de La Farce Tranquille sont devenus chiants, très redondants, où il y en a marre, en fait, de constater que Valérie Ayer a le charisme d'un évier, que Bardella, en fait, si on lui écrit pas ses discours et si on lui prépare pas des punchlines, il est nul. Si la France Insoumise, quand ces histoires de blocus à Sciences Po vont s'estomper, la France Insoumise, ils vont remettre Manon Aubry au devant de la scène, qui, pareil, vaut pas un pichet de cidre. Donc c'est très répétitif et je voulais de plus en plus aller vers l'analyse. Et donc, par moments, m'arrêter dans cette espèce de zapping des séquences politiques pour proposer un peu plus d'analyse, un peu plus de réflexion sur ce qui se passe. Donc, je suis curieux d'avoir votre avis, les amis, notamment sur l'épisode de ce soir, où je suis un petit peu bavard. Voilà, je
vous le dis, je vais être un petit peu bavard. Merci, j'en profite à l'Astromanov56 qui vient de sub 4e mois. Merci à Choum22 qui vient de sub 14e mois, les copains. Merci pour les subs sur Twitch. Merci également à mon Karim que j'embrasse, CHU Haute-Pierre, 24e mois et qui est en vacances en plus. Donc profite bien, mon Karim, j'espère que tu te régales. Voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je prends vos petits messages dans le chat, les amis. Il y a Madi Crête qui dit Rémi, tu as vu Nadja Vallaud-Belkacem pour Sciences Po, vue dans un journal marocain. Oui, alors elle est pressentie pour y aller, mais affaire à suivre. Effectivement, elle serait en bonne voie. Bon, ce qui serait complètement logique, hein, au point où on en est. Affaire à suivre. Il y a Massan 3466 qui dit Salut Rémi, hier je suis allé voir le biopic d'Amy Winehouse. Eh bien, j'ai beaucoup aimé. Magnifique, magnifique. Content que ça t'ait plu, camarade. Je vais y retourner, moi, peut-être demain, normalement. Donc ça fait plaisir. Madi Crête, j'ai lu. Philanthrope qui dit Manon Aubry, c'est la fille de Martine Aubry. Non, rien à voir. 20K91 qui dit Ah, mais non, tu vas pas nous les enlever, hein, parce que quand on n'a pas eu la force de regarder ce qui se passe, on a un résumé avec humour. Bien évidemment, les copains, vous inquiétez pas. Je ne vais surtout pas arrêter la farce tranquille. Mais l'idée, c'est de faire un petit peu évoluer le format et essayer j'espère l'améliorer. J'espère, si ça vous plaît, hein, de l'améliorer, mais proposer peut-être un petit peu plus d'analyse pour éviter les redondances et pour éviter le côté simplement zapping, en fait, des conneries des uns et des autres, parce que, et c'est ce qui me plaît, hein, à décortiquer, c'est qu'au-delà de leurs conneries, il y a souvent des analyses à apporter sur les arrière-coulisses, sur les grandes tendances que l'on peut retrouver dans ce qui se passe aujourd'hui, hein. Par exemple, je vous divulgage un petit peu ce qui se passe du côté du Rassemblement National et de LREM, mais vous avez vu, hein, le 25 mai, sauf erreur, il va y avoir un débat entre Gabriel Attal et Jordan Bardella, et on est dans la stratégie classique de LREM qui est de normaliser complètement le RN, de les faire monter le plus possible dans les médias, de les normaliser à fond, et après de les déboîter en temps voulu, hein. Rappelez-vous, à l'entre-deux tours de 2022, enfin de 2017 puis de 2022, où on voit le RN de partout, on présente Marine Le Pen comme dédiabolisée et compagnie, puis à l'entre-deux tours, on nous dit « Ah oui, mais en fait, c'est le nazisme, c'est Hitler ». Donc Macron nous refait, enfin en tout cas le pouvoir en place nous refait le même coup, en normalisant le RN. Et puis voilà, dans les moments chauds, ils vont nous ressortir le barrage républicain, tout ce que vous voulez. Vous avez l'arc républicain aussi. Enfin bref, toutes leurs conneries. Donc, je continue à prendre vos petits messages, les amis. On papote, hein, on papote. Je vous avoue, je suis un petit peu fatigué aujourd'hui. Ah, je suis un petit peu fatigué, beaucoup de choses. Puis là, ça s'enchaîne. C'est vrai que ça s'enchaîne pas mal. On est sur pas mal de boulot en ce moment. Entre justement Suel, le banquet, les vidéos et tout, ça fait plaisir. En attendant d'aller sur Dijon. Donc ça, c'est chouette. Ce week-end, hein, je vous l'ai dit, les amis, il reste encore quelques places pour le dimanche à Dijon, au Darcy Comedy, à 19h. Voilà, je vous ai prévenu, hein, maintenant, c'est vous qui voyez. Christelle, 7771, qui nous dit « Salut Rémi, salut à tous, hâte de voir ton spectacle à Paris en septembre. » Mais moi aussi, ma Christelle, on va se régaler. Merci, ma Christelle. Et le numéro 10, il est là. Le Sony de Marco Reus, comment il va? Ouais, le foot. Le football. Regardez, on dirait Sylvie. Bon, bref. Il est con. J'ai eu un bug. Oh, J'ai dû redémarrer mon ordinateur, la caméra démarrait pas. toi-même en débranchant, branchant, cliquant partout. Bah non, j'ai pas débranché. Ah ouais, je crois qu'il suffit juste de... J'ai paniqué immédiatement. Donc je suis clairement reparti. D'accord. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne comme sur des roulettes. Donc ça fait plaisir. Voilà. Donc voilà un petit peu les amis. 20K91 qui dit alors oui, une analyse pour nous permettre de briller ensuite en société. Ça on verra, hein, ça j'espère. Voilà un petit peu les copains. Alors on va y aller pêle-mêle dans les sujets du jour. On fait vite, hein, je vous l'ai dit, à la farce tranquille ce soir, puis je suis rincé. Je ne vais pas vous mentir. Alors là, vous avez vu. L'actualité du moment, tiens. Je vous mets la petite séquence qu'on a publiée sur les réseaux ce matin et on en parle, vous allez voir, c'est pas du joli. Ah ouais, non, là, franchement, regardez, bougez pas, je vous mets mon écran. Tac. AstraZeneca est un vaccin qui est très efficace, et qui est sûr chez toutes les personnes chez qui il est proposé.
Vous vous rappelez de ça, c'était Olivier Véran qui nous expliquait concernant le vaccin AstraZeneca, il y avait absolument aucun problème. Alors dans la foulée, l'utilisation avait été suspendue parce que l'Allemagne et d'autres pays européens avaient suspendu l'utilisation de ce vaccin qui semblait déjà suspect à l'époque. On a appris dans le Telegraph, c'est britannique, le 7 mai 2024 qu'AstraZeneca a retiré définitivement son vaccin contre le Covid-19 à cause d'effets secondaires certes rares mais dangereux. Voilà, donc c'est officiel, il y en a à tel point qu'ils retirent leur truc du marché. Voilà. En termes de continuité, de poursuite, parce que c'est vrai que à l'heure où dans des contextes électoraux, on va chercher les déclarations en 1995 des candidats pour les décrédibiliser. Là, Véran, on a un truc qui date de 3 ans. Donc on continue à le prendre au sérieux ou non, mais c'est juste pour savoir en fait. Voilà, un très belle autopromotion. J'ai diffusé l'une de ses propres vidéos dans une émission. On est sur un excès de boulard, effectivement, que ne renierait pas Kylian Mbappé. Mais donc, pour vous résumer l'histoire, les copains, c'est donc dans le Télégraphe, journal britannique bien connu, qui officialise le fait qu'AstraZeneca, donc le fameux laboratoire pharmaceutique, a retiré définitivement du marché dans le monde entier son vaccin contre le Covid-19 au motif d'effets secondaires qui ont été constatés, des effets secondaires graves mais rares. Voilà, on est carré sur l'info qui a été transmise. Alors, mais sans aucune surprise. En fait, je vous dis ça, mais le truc, c'est qu'il n'y a même pas... Il passait 2 heures dessus. Olivier Véran a menti, parce qu'on se rappelle que, en temps voulu, donc au beau milieu de la crise, il nous expliquait que c'était pas grave, qu'il n'y avait aucun effet secondaire, que c'était... sécurisé et compagnie. Bon ben voilà, sans aucune surprise, on y est. En temps de Covid, on en parlait déjà. C'est-à-dire que, en tout cas, la ligne que j'essayais d'avoir avec Juste Milieu n'était pas de vous dire ils disent tous n'importe quoi, on a tous raison. C'était juste, en l'état actuel des connaissances, il est impossible pour eux de connaître les effets secondaires qui vont avoir lieu dans 1 an, dans 10 ans, dans 100 ans. Et que finalement, vous savez que parfois je suis un peu relou avec la ligne Juste Milieu, mais c'est essayer d'être carré intellectuellement, qui est de dire le gouvernement est autant dans l'erreur que ceux qui disent il n'y a que des effets secondaires. Et donc on est sûr et certain que dans 10 ans, il y aura des effets catastrophiques. Malheureusement, personne ne peut se projeter dans le futur, sauf erreur. Donc aussi bien Olivier Véran qui disait tout ça est sûr, ou Docteur Marty qui nous expliquait que nous avons des milliers d'années de recul, autant ces gens-là disaient n'importe quoi et n'avaient aucune preuve, sinon à être des devins. Et de l'autre côté de l'échiquier, c'était pareil. Ceux qui disaient de toute façon, chaque vaccin va entraîner des effets secondaires dans le futur, personne ne pouvait le prouver. Donc tout le monde était dans des excès qui vont se dévoiler ou pas petit à petit. Donc là, on est en plein dedans, on est en train de le comprendre et on en revient à ce qu'on disait il y a déjà 2 ans, quasiment les amis, parce qu'on est en mai 2024. On en revient à l'explication du pourquoi, du comment. Ils n'ont jamais rendu ce vaccin obligatoire pour tout bonnement ne pas être responsable légalement. Personne n'a été forcé à le faire. Donc de fait, personne ne pourra se retourner contre le gouvernement. C'est toutes l'escroquerie scandaleuse, dégueulasse et cynique du pass vaccinal, qui était de dire mais vous pouvez complètement ne pas le faire. Par contre, vous n'allez pas au restaurant, vous n'avez plus de divertissement, pour certains vous n'avez même plus de travail, vous pouvez pas emmener vos gosses à la gymnastique ou au football, et puis voilà. Donc on comprend pourquoi. C'est que juridiquement, ils n'ont à répondre de rien. Donc aujourd'hui, Olivier Véran et d'autres, et consorts, bien évidemment, a menti ouvertement, faute de preuves, faute d'être voyant. Mais quel compte doit-il rendre et à qui? En fait, il est responsable de quoi? Là, aujourd'hui, on le voit bien dans les poursuites de la Cour de justice de la République, il était placé dans le statut de témoin assisté. Voilà, il va être poursuivi par qui? Par des juges qui ont appliqué la loi, par le Conseil constitutionnel qui a reconnu qu'il n'y avait absolument aucun problème de constitutionnalité concernant les passes vaccinales et sanitaires. Donc voilà où on y est. Et le problème, c'est que on en a déjà parlé. Vous savez ce que j'en pense par rapport à ça. C'est que tôt ou tard, il y aura une prise de conscience. Les gens qui se sont pliés à tout ça, j'espère le plus tard possible, j'espère jamais, bien évidemment, mais ceux qui se sont pliés de bonne foi à tout ça vont peut-être en subir les conséquences et comprendre ce qui se passe. Mais dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans.
Donc, comme toute catastrophe sanitaire, d'ailleurs, la plupart du temps, c'est que c'est jamais le lendemain qu'on se rend compte que tout le monde a été dupé pour des raisons différentes. Mais c'est toujours pareil, l'affaire du sang contaminé, tu la découvres pas le lendemain matin. Donc là, le Covid, c'est pareil. C'est-à-dire que on sera face à un drame sanitaire avéré, qui sera révélé par les médias, reconnu par les instances sanitaires, enfin bref, qui sera exposé au grand jour de diverses manières, mais ce sera trop tard. Et ceux qui auraient pu rendre des comptes ne seront plus aux manettes. Ils seront déjà très très loin. Donc, je crois que c'est assez basique ce qui se passe, c'est assez simple. Regardez à travers le monde. Alors, bien évidemment, je ne dis pas que tout est lié, qu'on soit bien d'accord. Mais regardez le nombre de démissions qu'on voit au plus haut poste dans de nombreux pays. Là, c'est récemment le taulier du côté de l'Écosse. L'Écosse qui a démissionné du pouvoir en place. On avait eu la Finlande, on avait eu Jacinda Ardern aussi, je ne sais plus dans quel pays elle officiait. On a eu plusieurs comme ça dirigeants de pays qui ont quitté leur poste pour des motifs différents. Mais voilà, les principaux responsables sont plus là. Agnès Buzyn a été recasée à l'OMS, l'ancienne ministre de la Santé. Jérôme Salomon, enfin ancienne ministre, oui, de la Santé. Jérôme Salomon, ancien ministre de la Santé, ancien directeur de la Santé tout court, lui aussi a été recasé à l'OMS. Enfin, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Quand on met toutes les pièces sur la table, c'est assez limpide ce qui se passe. C'est assez limpide. Mais le problème, c'est que, comme on dit souvent, plus dur sera la chute. Et ce qui se passe avec AstraZeneca démontre finalement pas grand-chose en vérité. Parce que de toute façon, rappelez-vous, pour vous rafraîchir un petit peu la mémoire, AstraZeneca, c'était ce fameux vaccin sur lequel il y avait eu des alertes, notamment dans des pays du Nord. Je crois que c'était le Danemark qui avait pointé du doigt des risques, mais très tôt, à peine l'arrivée sur le marché effectuée. Et la France avait dit non, mais vous inquiétez pas, nous on maintient, on est confiant et tout. L'Allemagne avait dit non, finalement nous aussi on va suspendre l'utilisation. Et la France s'était alignée quelques heures plus tard, de manière assez ridicule d'ailleurs, ce qui démontrait bien qu'on n'en savait absolument rien. Parce que s'il y avait des certitudes scientifiques, il n'y aurait pas eu débat, c'est tout le problème. Donc voilà, c'est dingue. Et puis pour conclure là-dessus les copains, je vous laisse constater par vous-même le succès des nouvelles campagnes de rappel des vaccins Covid-19. Bon, voilà, je crois qu'il n'y a pas plus à dire. On est pas mal. On est pas mal pour voir le désintérêt complet de la population, même du côté du corps médical. J'avais lu ça il n'y a pas longtemps. Il faudrait que je retrouve l'article pour qu'on en reparle en détail. Mais du côté du corps médical, il y a une marche arrière complètement folle. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de membres du corps médical en France qui refusent désormais de faire les rappels. Pourtant, on nous a dit, c'est précieux, ceux qui ne le font pas n'aiment pas leur métier, ils bafouent la science, ils piétinent la science. Enfin, voilà, donc c'est simple comme bonjour. Donc c'est ce que je vous dis là, finalement, c'est plus un aspect de bon sens. Je laisse la parole aux plus spécialistes concernant les statistiques, les chiffres qui pouvaient être démontrés assez rapidement. Je pense à Christine Coton, je pense à plusieurs personnes comme elle. Mais tout ce que je vous dis, depuis le début, ma ligne, vous la connaissez, n'a jamais vraiment varié. C'était de dire une prudence élémentaire, la nécessité du respect, que chaque personne puisse le faire ou pas, parce que ceux qui étaient aux manettes allaient tôt ou tard pouvoir et devoir se dédouaner en cas de problèmes avérés. Bon, on y est. Il n'y a pas plus à constater. Donc voilà un petit peu, les amis, où on en est par rapport à cette situation d'Olivier Véran qui a officiellement menti. Si quelqu'un a des nouvelles, vous savez qui me tient à cœur, de Martin Blachier, qui lui aussi avait défendu, bien évidemment, le vaccin AstraZeneca, n'hésitez pas. N'hésitez pas parce que on n'a plus de nouvelles. Tous ceux qui avaient défendu le truc, apparemment, là, ils sont en vacances en Ardèche, d'après Pif Gadget. Donc voilà un petit peu où on en est, les amis. Et c'est vrai que, pour l'expérience sociale, statistique Covid-19 en France, savoir où on en est. Tu vois, ça fait longtemps qu'on n'est pas allé sur le site Santé publique France, on aime bien, tu vois. Tu vois, ils se sont arrêtés au 28 juin 2023. Il n'y a officiellement plus de Covid, en fait. Le truc a réellement disparu, finalement. C'est une catastrophe. Ouais. Ils ont arrêté les chiffres il y a 1 an, quasiment. Ouais. On va essayer de naviguer un petit peu, mais c'est marrant. Je pensais qu'ils avaient continué quand même. Covid Tracker, pareil, ils sont pas au chômage. Ah si, ils sont au chômage aussi. Ah eux, ils ont arrêté fin mars. Fin mars, il n'y avait plus rien. Terminé. Ouais. C'est dingue. Je pensais qu'ils avaient continué quand même.
C'est fou. Hein. Ouais, le truc a disparu. Il y a même plus de chiffres, quoi. C'est assez bluffant. Assez bluffant. Lui, il nous dit quoi? C'est .gouv.fr. Là, c'est sérieux. 17 mai 2022, ouais, pareil. Par du jour au lendemain, ils ont dit ça n'existe plus. Voilà, il n'y a plus. Il n'y a plus. Pourtant, tu vois, on a passé l'hiver, hein, quand même. 2023-2024, on a passé l'hiver. Apparemment, non. Le Covid a décidé, non. Il ne reviendra plus, finalement. Alors, attends, là, est-ce qu'on a quelque chose sur Géodès? C'est quoi Géodès? C'est la base de données en santé publique. Là, c'est sérieux. Tiens, on va aller voir dans le Loiret. Tiens, on a du Covid dans le Loiret, ça c'est sûr. Je comprends pas vraiment ce qu'on a. Ouais, 2022, ouais, non, je crois qu'on a vraiment que dalle nulle part. Hein. C'est assez sympatoche. Bah écoutez, je vais essayer quand même de regarder par curiosité, mais je vous avoue que je pensais qu'il restait quelque chose, tu vois, au moins qu'on ait 2-3 clébards malades en Bretagne, mais apparemment, il n'y a rien. Apparemment, il n'y a rien du tout. La guerre en Ukraine a mis un stop incroyable au Covid. Apparemment, la guerre en Ukraine était plus efficace que Pfizer, visiblement. Donc voilà. Hein. Je prends vos messages dans le chat, les amis. N'hésitez pas à réagir à ce qu'on se dit par rapport à ça. Il y a Statut 13 qui dit « Ma fille a fait le vaccin, même si elle n'était pas d'accord, mais à 16 ans, elle ne voulait pas d'être exclue socialement. » Ça, c'est clair, hein, complètement. On en a beaucoup parlé, bien sûr. Là encore, vous connaissez Maline. Hein. Jamais je pointerai du doigt les gens qui l'ont fait, effectivement, pour des raisons sociales, professionnelles ou autres. Mais c'est toute la supercherie, d'ailleurs, de ce qui s'est passé, hein, qu'on soit bien d'accord. Qu'une d'une 73 que j'embrasse qui dit en plus il y a le conseil de défense, Macron a fait ceinture bretelle pour nous emmerder sans aucun risque. Absolument, oui complètement, c'est un rappel très important. Hein. Rappelons effectivement que le fait d'avoir gouverné en conseil de défense sanitaire fait qu'il n'y a aucun compte rendu, il n'y a aucune obligation de publier ce que s'est dit le conseil sanitaire à ce moment-là. Donc voilà où en est la supercherie. Et là aussi, on le pointait du doigt très tôt. Hein. Et ça n'est pas du tout une question d'être anti-vax ou quoi. C'est une réalité de terrain, même si c'est devenu une spécialité sous Emmanuel Macron, effectivement, que de gouverner de la sorte, hein, avec conseil de défense permanent, ce qui lui rend la possibilité de ne jamais rendre des comptes, ce qui est assez dingo. Donc voilà un petit peu sur le Covid, les copains, sans grande surprise en vérité, hein, de ce qui se passe actuellement, où on en est. Voilà, je crois que pas besoin d'épiloguer. On continue avec une autre séquence que je voulais vous montrer. Alors, ça fait chier parce que comme j'ai redémarré mon ordinateur, j'avais mis plein de séquences que je voulais vous montrer. Mais c'est pas grave, parce que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Je crois que voilà. Je crois qu'il faut le rappeler. C'est Elisabeth Lévy. Elisabeth Lévy sur Sud Radio qui a ouvert la boîte de Pandore, hein, concernant le transgenrisme et la pédocriminalité. Alors là, comme ça, vous allez me dire, merde, qu'est-ce qu'il raconte encore celui-là? C'était sur Sud Radio aujourd'hui, on écoute et on discute. Audrey, si vous voulez, qui arrive. Excusez-moi, non mais moi, je suis effaré, si vous voulez, je suis navré. Quand on nous explique, j'ai entendu ce matin à propos de l'interview d'Emmanuel Macron-Noël, sur notre antenne au demeurant. J'ai entendu que je ne sais plus qui disait, oui, mais il y a des plaintes qui sont classées sans suite. Mais qu'est-ce qu'elles veulent? Si les plaintes sont classées sans suite, c'est qu'il n'y a pas les moyens de juger et de condamner. Ça dépend la raison du classement sans suite. Non mais non, quand une plainte... Pardon, François, je viens de vous écouter, alors soyez gentil, vous allez me laisser aller au bout d'une phrase. Donc, quand une plainte est classée sans suite, ou quand il y a prescription, ça veut dire que la justice ne peut pas se prononcer. Si la justice ne peut pas se prononcer, je ne reconnais aucunement à Madame Godrèche, si vous voulez, et je ne lui reconnais aucun droit de se prononcer, de jeter des noms. On ne jette pas des... Mais quelle que soit la raison, il n'y a que la justice qui est habilitée à juger. Madame Godrèche n'est pas habilitée à juger, à sanctionner, à balancer comme ça. En plus, excusez-moi, c'est quand même extraordinaire. Il y a 10 ans, elle donne une interview en disant que c'était une emprise géniale. 10 ans après, elle dit que finalement c'était une emprise terrible. Maintenant, quand on parle d'elle à 14 ans, c'était une enfant. Excusez-moi. Donc, une enfant a le droit de changer de sexe, en gros. Elle a le droit de dire qu'elle veut qu'on l'appelle Pierre si elle s'appelle Judith à la naissance. Mais en revanche, quand elle a une relation avec un homme, c'est une enfant. Ça veut pas dire que c'était bien. Je veux dire que on est en train de nous raconter une belle histoire, ou même pas une belle histoire, qui ne correspond pas. Je vais répondre à ça. Excusez-moi, je pense que vous êtes franchement, vous avez un cerveau magnifiquement fait, Isabelle. Vous pouvez pas mélanger les transgenres et Judith Godrèche. Ça, c'est pas possible de faire ça. C'est la mauvaise foi
Comment dirais-tu, la mauvaise foi dans le débat. Répondez-moi à mon argument. Mais Judith, mais il n'y a pas d'argument. Donc à 14 ans, on veut changer de sexe. Je vais pas répondre à un argument qui n'a pas de sens. Enfin, je veux dire, parce que à 14 ans, on n'est pas un enfant pour changer de sexe, mais on est un enfant pour le sexe. Mais pourquoi vous introduisez l'histoire des transgenres là-dedans? Parce que je vous dis qu'à 14 ans, c'est la question de qu'est-ce qu'on est à 14 ans. Mais je ne suis pas d'accord avec vous. C'est pas le sujet pour Judith Godrèche. Je vous dis que c'est extraordinaire que la société... Je voudrais terminer. S'il vous plaît. S'il vous plaît, je vais terminer. Vous mélangez un petit peu. Et vous le faites exprès d'ailleurs, vous le faites exprès, mais j'entends ce que vous dites. Judith Godrèche, cette charge que vous avez sur elle, elle a le droit d'avoir maturé quelque chose, elle a le droit d'avoir une révolution personnelle qui fait que... Et moi, j'ai le droit de pas y croire. Alors, vous avez absolument le droit de pas y croire, ça je suis absolument d'accord avec vous. Et j'ai le droit de la trouver exaspérante et ridicule. D'accord, Juliette Binoche aussi est exaspérante et ridicule. Eh ben moi non, mais moi je suis désolé de vous le dire et je pense que les témoignages vont se multiplier parce que voilà, il y a une libération. Et le point sur les affaires classées sans suite, je rejoins ce que disait Benjamin, il y a beaucoup d'affaires qui sont classées parce qu'il y a une extinction aussi des faits. Et alors, si vous voulez. Donc il faut condamner? Non, c'est pas qu'il faut condamner, mais il est tout à fait normal que les femmes, par exemple, il y a des femmes qui poursuivent Patrick Poivre d'Avort avec des faits qui sont prescrits. Regardez le cas d'Olivier Duhamel, les faits sont complètement prescrits. Est-ce que ça veut dire que la faute est effacée, par exemple? Je vous pose juste la question. Eh bien, oui. Mais non, elle ne peut pas être effacée. Eh bien, moi, je suis... Alors, elle ne peut pas. J'ai le droit de répondre à ça. On aura compris votre désaccord là-dessus. On conclut avec vous, Elisabeth. Oui, la prescription, si on a inventé la prescription, c'est précisément parce qu'à un moment, on ne peut plus juger. Quand on ne peut plus juger, la faute est effacée. Effectivement, on n'a pas... Voilà les amis sur cette séquence. Alors on a beaucoup de choses à dire, vous vous en doutez les copains. Je l'ai mis jusqu'à la fin parce que la fin est très importante pour éclairer le début. Alors déjà première chose, effectivement on en avait déjà parlé. Après bon, chacun pense ce qu'il veut, faites ce que vous voulez, vous êtes des grands. Mais j'avoue que je ressortirai pas l'argument de oui Elisabeth Lévy la soularde et tout. Je vous avoue que j'ai jamais compris cette histoire-là. Alors elle a une voix qui est la sienne effectivement. Alors on n'est pas au niveau de l'humoriste Douli, mais on n'est pas loin. Et j'ai jamais compris pourquoi on se foutait de sa gueule par rapport à ça. Alors peut-être c'est vrai, j'ai jamais pris l'apéro avec elle. Sachez que je suis évidemment partant. Mais bon, elle a une voix qui est escalée, mais j'ai jamais. Je trouve que l'attaque est facile, alors qu'on parle de quelqu'un qui nous débite des conneries à longueur d'émission et qu'on peut avoir des arguments beaucoup plus solides que le fait qu'elle est forcée sur le pastis. Et puis c'est pas moi qui vais faire des leçons. Donc j'ai jamais vraiment compris. Alerte les amis, on est victime d'un raid de Notizzi, l'ami Notizzi qu'on embrasse. Salut à tous les copains qui arrivent, qui s'installent, installez-vous gentiment, remettez votre slip, on a un petit peu de tenue dans le Juste Bistrot, vous êtes les bienvenus les copains. Merci à vous les amis d'être présents, merci aux camarades Notizzi que j'embrasse. Alors on était sur Elisabeth Lévy sur Sud Radio qui nous ouvre la boîte de Pandore sur le lien entre transgenrisme et pédocriminalité. Alors, pourquoi je vous ai mis cette séquence jusqu'au bout? C'est que déjà, on a quelque chose qui est clair sur le positionnement d'Elisabeth Lévy, qui nous explique que la prescription efface la faute. Je trouve, alors chacun sa conception concernant la justice sur ce point, mais je trouve ça assez scandaleux. Ça n'est que mon avis. Je trouve ça assez scandaleux d'avoir ce rapport-là. Juridiquement, c'est le cas, la prescription efface la faute, mais je trouve que moralement, c'est une catastrophe. Et le fait que notre société ait accepté ça, je trouve que c'est gravissime. Qui plus est, de la part, en l'occurrence là d'Elisabeth Lévy, journaliste, éditorialiste, mais qui parfois a des raisonnements où elle va chercher des positionnements passés de ses opposants politiques notamment pour les condamner ad vitam aeternam. C'est-à-dire que quand Elisabeth Lévy nous parle de Mélenchon, elle n'hésite pas à aller chercher des déclarations d'il y a 20 ans. Donc ce qui montre bien que la notion de prescription, c'est surtout quand ça l'arrange. Surtout quand ça arrange les gens. Parce que moralement, soit on a cette conception-là sur tout le monde, pour tout le monde, dans tous les contextes, soit on choisit les contextes. Et ce qui m'embête avec Elisabeth Lévy, et là je me concentre vraiment sur sa personne, c'est qu'on parle de quelqu'un qui a pris la défense de Polanski, de Matzneff. Là, en l'occurrence, dans l'affaire Godrèche, elle nous explique que bon, Judith Godrèche, elle est sympa comme tout, mais il y a 10 ans, elle nous a dit qu'elle était contente, maintenant elle va pas se plaindre, ça va, elle s'est fait abuser étant gosse. Bon, oui, il y avait un peu de l'emprise, mais elle a fait du chinoche, donc elle va pas nous faire chier. Donc on parle de quelqu'un qui a des positions qui sont les siennes, que absolument, vous vous en doutez, que moi je trouve scandaleuses, mais chacun son avis, je le respecte.
mais juste qu'on soit bien d'accord du personnage en présence. Quelqu'un qui a défendu Duhamel aussi, nous dit bisous 04 dans le chat, absolument. C'est une sorte de carton plein dans les affaires pédocriminelles des 10-15 dernières années. Elisabeth Lévy a toujours pris la défense des personnes concernées. Notamment, elle avait fait un édito dans Causeur, c'était il y a bien 2-3 ans, il y a un petit paquet d'années quand même, où elle prenait la défense de Matzneff. Faudrait que je vous le retrouve sur Caféine peut-être. J'avais trouvé ça, mais aberrant. C'est ce que j'ai lu de pire, je crois, sur l'affaire Matzneff, avec des développements pseudo-intellectuels qui finalement ne sont que le prolongement, je vous le retrouverai, on en reparlera de toute façon, qui ne sont que le prolongement de la pédocriminalité d'atmosphère qui règne en France depuis 60 ans, aujourd'hui, sur finalement cette liberté des mœurs élitistes. Parce que vous noterez, c'est toujours la même chose, on radote, mais ça fait du bien de le rappeler, qu'un prof de PS qui couche avec son élève, c'est un scandale. Les journaux en parlent, c'est un vilain pédophile qu'il faut mettre en prison. L'affaire Nordal-Lelandais, c'est scandaleux, tu vois, c'est un salaud, il faut le mettre en prison. Par contre, Matzneff, c'est pas pareil, parce que c'est l'artiste, parce que vous comprenez, à l'époque, en mai 68, ça allait bien, en fait. Non, ça n'est jamais allé bien. C'est extraordinaire, cette capacité de certaines de nos élites à nous expliquer qu'en fait, bon, il y a eu mai 68, tout le monde a le droit de s'en mancher dans la rue, et puis il y en a certains qui se sont dit, bah, après tout, pourquoi pas en mancher des gosses? Comment la société peut-elle vraiment interdire à des enfants d'avoir la sexualité de leur choix? À l'époque, c'était bien autorisé. Donc aujourd'hui, s'il y a encore un peu des restes de saloperie, bon, allez, c'est Matzneff, il a écrit des livres, c'est quand même super, tu vois. Donc, et d'ailleurs, alors paix à son âme, évidemment, on peut pleurer, on peut pleurer, chacun fait ce qu'il veut. Je pleure Bernard Pivot en tant qu'homme de lettres, pour ce qu'il a fait pour la littérature française contemporaine, mais on parle de quelqu'un qui, dans son œuvre, notamment médiatique, a aussi contribué à donner le micro à des Matzneff et compagnie. Donc voilà, qu'on soit bien d'accord que on parle de quelqu'un qui était proche de Matzneff et consorts, et d'autres auteurs du genre. Guy Hockenheim, par exemple, le philosophe, un véritable salopard, s'il en est, qu'il fréquentait même en dehors des plateaux, qu'on soit bien d'accord. La toile d'araignée formée par l'élite qui a contribué à normaliser la pédocriminalité, c'est peut-être pas juste sur les plateaux d'apostrophe, qu'on soit bien d'accord. C'est toute l'histoire d'ailleurs du consentement. Je vous invite à aller voir ce film absolument scandaleux pour vous faire une idée. De bien comprendre que ce que faisait Matzneff n'était pas du tout dans les rues sombres de Paris passé 2h du matin. C'était au vu et au su de tout le monde. Et à mon avis, de beaucoup de personnes qui paradent aujourd'hui dans les médias et qui viennent chialer sur MeToo pour se donner bonne conscience. Donc pour vous dire le niveau en plus de saloperie dans lequel on baigne. Donc qu'on soit bien d'accord sur tout ça. Donc pour revenir à Elisabeth Lévy, je trouve qu'elle ouvre une boîte de Pandore, mais c'est plus une boîte, c'est-à-dire que c'est l'espèce de gros bac pour jardin que tu achètes chez Jiffy à 40-50 balles. C'est vraiment du 100 litres, parce qu'elle ouvre toutes les boîtes de Pandore en même temps. Dans la mesure où, déjà, donc je vous l'ai dit, on va enchaîner, on parle de quelqu'un qui contribue pour moi, ça n'est que mon avis, à la normalisation de la pédocriminalité, en tout cas pour les élites. Et aussi, donc, pour essayer de défendre sa ligne, son rapport sociétal à la question de la pédocriminalité, Elisabeth Lévy nous fait un parallèle qui peut sembler juste de prime abord, mais qui est hautement dangereux. C'est-à-dire qu'elle explique, oui, mais en même temps, Judith Godrèche, elle est sympa comme tout, mais déjà, bon, elle a un peu changé de version au fil du temps, alors elle casse les couilles. Et puis, n'oublions pas qu'on vit à une époque où une gamine de 14 ans peut décider de changer de sexe. Et là, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. On en a déjà parlé. Ça n'est que mon avis. Et on en papotera. Je prendrai tous les messages du chat après. Mais je pense qu'une société déjà qui propose cela à ses jeunes, à ses enfants, à ses adolescents, à ses préadultes, est une société dangereuse. C'est-à-dire que c'est la négation du temps long pour la construction de l'individu. C'est le fait à un moment charnière de la construction de l'identité, où entre 10 et 18 ans, peut-être même un peu plus, on se cherche. Jadis, on écoutait Evanescence. Encore jadis, c'était Nirvana. Encore avant, on était des fous furieux parce qu'on écoutait Luis Mariano, Mexico.
sous le soleil de Mexico. Les pires racailles de l'époque écoutaient ça. Bref, à une époque où tout le monde se cherche, et ça fait partie du jeu. Bon, aujourd'hui, à cette époque-là de flou, d'incertitude, on vous dit, finalement, posez-vous une tub. C'est une excellente idée, alors, pour les petites filles. Pour les garçons, on dit, mais quel plaisir d'avoir un vagin. Donc, et on explique ça à l'école avec des drag queens qui viennent vous raconter ça. Certes, c'est pas encore de partout aujourd'hui, ce sont des phénomènes assez isolés, mais ça existe. Et tout ça sous le coup de promotion du gouvernement, les fameux cours de Gabriel Attal d'éducation à la vie sexuelle et affective, comme il appelle ça, ce qu'on a chez nos amis belges également et dans d'autres pays. Donc bref, je ne vous refais pas le tableau, vous avez compris. Et donc, je suis complètement d'accord avec Elisabeth Lévy de prime abord. Mais il faut aller plus loin que ça. C'est que dans sa justification complètement malheureuse, complètement fragile, ce que nous dit Elisabeth Lévy, je ne lui ferai pas le procès de dire qu'elle le dit sans s'en rendre compte, parce que j'ai quand même du respect pour aussi d'autres choses qu'elle a pu écrire. Hein, vous connaissez la maison. Hein. Parfois, il y a des gens que je trouve qui écrivent des choses, qui se comportent comme des salauds ou quoi, mais ça ne m'empêche pas parfois d'apprécier d'autres choses. Hein. L'humain est complexe. Hein, je veux dire. Même Sandrine Rousseau, je pense qu'il y a 20 ans, elle a dû faire une phrase qui avait du sens. Il faut être tolérant. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'Elisabeth Lévy, dans sa volonté de défendre la pédocriminalité d'atmosphère dans nos élites, elle déboule et elle nous explique que finalement, Judith Godrèche, elle a changé d'avis, machin, puis elle a 14 ans, puis aujourd'hui on est dans une société où à 14 ans on peut changer de sexe. Et donc, si on déconstruit un peu le truc, si on tente vraiment de décortiquer ce que nous dit Elisabeth Lévy, on ne sait pas sur quel pied elle danse, parce qu'on a compris ce qu'elle défendait. Je l'ai dit, on va avancer. Mais de fait, elle utilise un argument où on ne sait pas finalement si elle est contre ou si elle est pour. Parce que le wokisme, le transgenrisme, Elisabeth Lévy, on peut estimer que dans sa position d'éditorialiste de droite bourgeoise, on peut estimer qu'elle est opposée à ça. Encore, chacun est d'accord ou pas, c'est pas le sujet. Hein. Mais le problème, c'est que elle se bat contre le fait qu'aujourd'hui, on donne la possibilité à des gosses de changer de sexe. Elle se bat contre ça, mais elle utilise cet argument pour justifier que Judith Godrèche, elle s'est peut-être fait abuser à 14 ans, mais bon, allez, ça va, vogue la galère, c'est pas si grave. Donc, on a un discours qui fonctionne pas. Déjà, sur la forme, on a quelque chose qui fonctionne pas. Parce qu'elle utilise un argument sur lequel elle est contre pour défendre une position sur laquelle elle est pour. Donc déjà, ça tient pas. C'est pas possible d'utiliser quelque chose d'utiliser un argument avec lequel vous n'êtes pas d'accord pour défendre autre chose. Donc déjà, ça tient pas. Et ensuite, et c'est là où je reviens à ce que je vous disais, est-ce qu'elle le fait exprès ou pas, est-ce qu'elle s'en rend compte pas, j'en sais rien, je lui ferai pas cette insulte. À côté, je suis une pompe à vélo, donc voilà. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle nous explique en toute tranquillité que, effectivement, à partir du moment où on vit dans une société où quelqu'un de 14 ans peut choisir son sexe, si cette personne de 14 ans veut coucher avec quelqu'un de 70 ans, qui va l'en empêcher? La société ne peut pas contrecarrer les volontés de l'individu. Vous vous rendez compte? Dans cette société néolibérale où les désirs individuels priment sur tout le reste, et notamment ce désir de l'individu liquide, comme disait Zygmunt Bauman, où l'individu est d'abord ce qu'il veut. Après, voilà. Et donc là, Sandrine Rousseau, elle ouvre une boîte de Pandore extrêmement dangereuse, et qui démontre en plus que nos élites bourgeoises et pédocriminelles, pour certains, pour mettre tout le monde dans le même panier, on n'est pas con, évidemment, les membres des élites bourgeoises et pédocriminelles qui n'ont jamais vraiment été inquiétés pour leur fait de pédocriminalité avéré, certains en ont fait des films, certains en ont fait des livres. Bref, ces élites-là ont trouvé le moyen de définitivement gagner la partie. Parce que mai 68, c'est un échec pour eux, pour les pédocriminels avérés. C'était un échec parce que les gens se sont dit dans la grande majorité, oui, effectivement, la libération sexuelle, ça a entraîné de gros débats qui ont vraiment divisé la société de l'époque. Mais les gens se disaient, oui, libération sexuelle, c'est quand même bien, on sort d'une époque qui cadenassait un petit peu plus le bordel. Là, c'est cool, on peut s'en mancher tranquillement, c'est sympa. Puis après, il y a eu les hommes, les femmes, l'homosexualité, tout ça, on avance. Et là, aujourd'hui, on se retrouve avec un nouveau combat progressiste qui est de dire, mais pourquoi les gosses? Pourquoi pas les gosses, finalement? Parce que la société ne peut pas dépasser la volonté de l'individu, quand bien même il est mineur. Parce que déjà, être mineur, ça veut rien dire. Déjà, la notion de sexe ne veut rien dire. Et aujourd'hui, aux États-Unis, on a un courant qui nous explique que même l'âge peut se décider. On a des gens qui expliquent qu'un type de 40 ans te dit « Mais non, en fait, moi, je suis une fillette de 16 ». C'est pas une vanne, ce que je vous dis. C'est sérieux, ça existe. Et de fait, si le sexe ne veut plus rien dire, si l'âge ne veut plus rien dire, demain, on a un nouveau Matzneff,
Si devant un tribunal, on justifie ça au motif de « Ah oui, alors la gamine, certes, elle avait 12 ans, mais elle a bien voulu. Elle a décidé. Vous allez faire quoi, monsieur le juge? Vous allez vous opposer au désir individuel sur une fille, certes, de 12 ans, mais à qui, à l'école, on explique de respecter ses désirs, que c'est elle qui choisit. Il y a le consentement, mais il y a le consentement de bout en bout. La société n'a aucun pouvoir sur la notion de consentement. Si la gamine de 12 ans consent à avoir un rapport sexuel avec quelqu'un de 70 ans, la société n'a rien à dire. Donc voilà où on en est. Voilà où on en est. Et c'est là où je vous dis qu'Elisabeth Lévy ouvre cette boîte de Pandore. Et c'est profondément effrayant. Parce que même pour sortir de son cas à elle, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit il n'y a pas longtemps, on en a parlé, on en parle de temps en temps, de ce rapport-là, du danger qu'il y a pour moi dans le mouvement woke, qui est celui de cette finalité-là. Après tout, respect de l'individu, le mineur peut changer de sexe, la société n'a aucun pouvoir dessus, donc à terme, in fine, le mineur peut choisir avec qui il a des rapports sexuels. C'est inévitable. C'est inévitable. Et donc, non pas à dire, je donne la précision parce que tu as vite fait d'avoir un fact-checker qui déboule, qui nous dit des conneries, mais non pas à dire que tous les transsexuels sont des pédocriminels, qu'on soit bien d'accord. J'ai jamais dit ça, je ne le dirai jamais, qu'on soit bien d'accord. Mais surtout, ce que je veux dire par là, ce sont tous les salauds qui vont en profiter pour leur désir pédocriminel, mais qui n'en ont rien à branler du transgenrisme, qu'on soit bien d'accord. Le courant transgenre va juste faire évoluer les mœurs, des mœurs qui seront utilisées et instrumentalisées par d'autres pour assouvir leurs désirs illégaux. Qu'on soit bien d'accord sur tout ça. Donc je trouve ça effrayant. Et c'est la victoire issue de mai 68 pour d'improbables salopards qui vont réussir à gagner la partie comme ça. Donc je trouve ça effrayant. Je serais ravi, bien évidemment, d'en parler avec quiconque, même fact-checker, pour débattre, s'ils ont des preuves que ça n'est pas vrai. Et à la limite, j'espère profondément vous dire des conneries. Ça m'a rassuré, si vous voulez. Ça m'a rassuré sur l'état de la société. Donc je vous en supplie, chers amis fact-checkers, prouvez-moi que c'est pas vrai, et dites-moi que c'est pas vrai, qu'on soit peinard. Ça me semble très important. 20K91, très marrant, qui dit « Je viens de croiser ma voisine, le tel dans la poche et la voix sur remplie de Rémi qui dit « Mai 68, c'était cool, on pouvait s'en mancher comme on voulait. La tête qu'elle a fait, je crois que je vais déménager. » Ça, c'est bon, en vrai. On l'embrasse, la voisine, on la salue, évidemment. News 2000 qui dit ST, ce que tu ne trompes pas d'interprétation. Elle dénonce juste un manque de cohérence, être choquée par le cas Godrèche, mais pas par le changement de sexe chez les jeunes. Je suis pas certain. Je suis pas certain. Quand tu vois l'entièreté de la séquence, alors là encore, je veux pas lui attribuer contre son gré cette position-là. Moi, je pense que Elisabeth Lévy est dans un rapport de tolérance, voire de défense de la pédocriminalité, quand elle provient des élites, évidemment. Et que si elle utilise, c'est ce qu'on dit depuis le début, si elle utilise le fait que la société d'aujourd'hui autorise les jeunes à changer de sexe, c'est pour mieux envoyer des messages sur la normalisation de la pédocriminalité des élites. Donc après voilà, c'est un débat, ça s'entend, ça s'entend. Mais je pense plutôt à ça, quoi. Je pense plutôt à ça. Charles Max 331, notre envoyé spécial sport qui nous dit victoire française sur le Giro. J'ai vu ça sur Twitter. Benjamin Thomas, c'est ça. On l'embrasse, ça c'est magnifique. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bravo à lui. Regardez, tiens, on se le met. Il y a l'extrait d'Eurosport qui vient de nous le mettre. Voilà, c'est du breaking news, c'est le juste bistrot. On est sur tous les terrains. Vive le sport. C'est tout bon pour Benjamin Thomas. Déjà trop tard. C'est tout bon. Benjamin Thomas qui accélère, qui va passer Valgren. Est-ce qu'ils vont reprendre Pietro Bonouy? Ça va se jouer entre Valgren et Benjamin Thomas. La voilà, la première victoire française à 79 jours des Jeux Olympiques. Le jour où la France arrive avec cette flamme à Marseille, c'est un médaille olympique qui s'impose. Benjamin Thomas, magnifique, première victoire de la saison. Bravo à lui, vive la France qui gagne. Ça fait plaisir. C'est pas comme le PSG, des trompettes. Ah ouais, Kylian Mbappé. Je vous l'ai dit plusieurs fois, je lui pisse au cul, pour paraphraser Eric Cantona, naturellement. Pas moi qui dirais ça. Mais très content que le PSG ait perdu. Très bien, très bien, ça fait plaisir. Pour la petite parenthèse, la petite transition sport. Les amis, je reprends vos messages pour redevenir un petit peu sérieux. Anarchy08 qui dit, selon toi, Rémi, le problème vient plus du messager que du message. C'est-à-dire, j'ai pas compris, camarade. Enfin, par rapport à Elisabeth Lévy ou de manière générale?
Olivier Marstrez qui dit tu avais pronostiqué la victoire du PSG. Alors ça, c'était pas obligé de le rappeler. Non, mais parce que voilà, attention. Non, oui, c'est vrai. J'avais dit effectivement qu'ils allaient gagner en demi. Et tu vois, même moi, je pensais pas qu'ils allaient être si nuls. Pourtant, je peux pas les blairer. Donc non, franchement, effectivement, belle perf hier. Avec Mbappé, là, je crois que l'action qui résume son match, c'est à la toute fin. Contre-attaque, il est tombé tout seul. Il s'est pris les pieds dans la pelouse, ce qui est quand même pas pratique quand tu joues au foot, ce qui résume bien. Et là, je sais qu'il y a des fans du PSG dans le chat. Je suis curieux d'avoir votre avis, en toute sincérité, les amis. Mbappé, il est sur le banc au Real. On est d'accord ou pas? Rodrigo, Bellingham, Vinicius, ils jouent pas. En l'état actuel des choses, ils jouent pas. Dites-moi dans le chat ce que vous en pensez, les supporters du PSG. Alors, il y a Olivier Marstrez qui dit les poteaux. Alors, ils ont fait 4 poteaux. Hier, ils ont touché 4 fois dans le poteau. Oui, c'est bien, mais c'est pour ça qu'en fait, les poteaux comptent pas. C'est qu'au fond, on s'en fout des poteaux. Puis bon, tu touches les poteaux, le Zahir Emery, il doit la mettre dedans, quoi. Si tu touches les poteaux, c'est pas que t'es menaçant, c'est pas que t'es super au-dessus. C'est la preuve. Quand on voit les poteaux, à part celui de Vitinha, quand on voit une boîte, effectivement, elle mérite de rentrer, comme dirait Darmanin. Mais les autres poteaux, Zahir Emery, il se chie, il a 1 mètre, quoi. Le gardien, il est au champignon. Les autres défenseurs, tu sais pas ce qu'ils font, ils construisent des Volkswagen. Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Donc c'est une catastrophe. Mbappé, il tire le poteau avec une reprise de volée, elle tape le sol, il s'est mis au volleyball, tu comprends rien. Non, c'est une catastrophe. Le poteau, tu peux mettre 14 poteaux, à la fin, tu as 0 but. Ça, c'est comme au rugby. Ta transformation, elle tape le poteau, elle sort, t'as pas 1 point par charité. Voilà. Donc, puis bon, on va pas se mentir, avec ce niveau de jeu, le PSG aurait pris 4-0 en finale. D'ailleurs, Dortmund risque de prendre 4-0. C'est possible aussi. Voilà pour la petite parenthèse football. Voilà. Très bonne vanne d'Occipital qui nous dit on s'en ventile les burnes avec une pelle à tarte du foot. J'aime beaucoup cette expression. Et autre bonne vanne également de Mystère Delaya qui dit ils auraient dû faire rentrer Macron. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai parce que c'est pas rien le niveau. Le niveau du gars, c'est pas déconnant. Donc voilà un petit peu les amis pour le PSG qu'on embrasse ce soir. C'est Bayern Munich, Real Madrid. Enfin, Real Madrid, Bayern Munich. Ce sera à Santiago Bernabéu. Et c'est 3-1. C'est 3-1 pour le Real. Je vous le dis, je vous le dis. Vous pourrez m'écrire, vous pourrez m'envoyer des petits messages en disant Rémi, quelle clairvoyance, quel génie. C'est clairement 3-1 pour le Real qui va rouler sur le Bayern. Ouais. Voilà, je le dis les amis, on est là-dessus. Donc voilà un petit peu les copains, et en sachant que dimanche c'est Stade Toulousain, Stade Français au rugby. Ça me plaît beaucoup. Malheureusement je pourrais pas voir le match parce qu'il y a spectacle, donc j'ai autre chose à foutre. Mais allez le Stade Toulousain. Évidemment, allez le Stade Toulousain pour la première place, ça fait plaisir. Voilà. Il y a Camimi33 qui dit n'empêche, le couple Macron est un condensé des problématiques dont on parle. Bien d'accord avec toi, ça c'est clair. Ouais, non, c'est vrai, je suis d'accord. Marcel Zorog qui dit, parce que je vois qu'il y en a certains qui sont dans le foot, qui ont besoin de mon avis d'expert, quand même le Gérard Rolls d'action, comme on dit. Le camarade qui nous dit, tac, attends, j'oublie pas. Marcel Zorog qui a péno sur Mbappé en fin de match, jamais de la vie. Jamais de la vie. Il se prend les pieds tout seul. Quand il arrive en duel 1 contre 1 contre le gardien, il tombe tout seul. Il tombe vraiment tout seul. À l'entrée de la surface, il est accroché par le défenseur, mais c'est carré, épaule contre épaule. Même Mbappé, il accroche un peu son bras. On va pas chialer après les pénaltys. Je veux dire, avant Dortmund, tous les supporters étaient là en disant Dortmund, c'est des pipes. On va leur mettre 4-0. Là, si t'en es à chialer pour un pénalty, de toute façon, il y a déjà 1-0. Donc, il y a déjà 2-0 à l'aller. Si tu veux, on le donne, le pénalty. Ça fait quand même 2-1. Donc non, Boulard du PSG, Boulard pas possible, et Boulard d'Mbappé. J'espère que l'équipe du PSG va tenir la route. L'histoire serait belle qu'il gagne la Ligue des Champions sans lui, mais j'y crois moyen. Dembélé, il est rigolo, mais il est nul. Après, pauvre Zahir Emery, il est tout jeune, et la pression, enfin voilà, tu vois. Non, voilà. Oh, je suis humaniste. Attention. Non, mais bon... Donc là c'est vrai que on n'est pas prêt de gagner la Ligue des Champions, mais on s'en cire. Je crois que vous êtes beaucoup à penser qu'on en a rien à foutre, évidemment. Alors, je reprends vos messages. News 2000 qui dit tu as entendu parler de la liste des acteurs français. Alors ça, pareil. Tu sais, j'ai le nez dans les journaux. Vous savez, j'aime bien ça. Je passe mes journées à mettre le pif là-dedans.
Alors là, c'est la liste des acteurs français. Apparemment, il y aurait des salauds dans le cinéma français. Ah, je l'ai découverte. Puis ils en ont fait une liste. Donc c'est qu'apparemment, ils sont pas tout seuls. Il y a une liste. Alors j'ai vu Zoé Sagan qu'on a parlé sur Twitter, le Canard Enchaîné qu'on a parlé, mais qui dévoile pas de nom, sauf erreur. Il y a des destinations ciné sur Twitter qu'on a parlé. Enfin, alors pareil, je vous avoue que je m'en cire, mais dans les grandes largeurs. Je sais pas quoi vous dire sur ce truc-là. Alors il y a déjà des gens qui chialent parce que c'est vrai que dedans il y a comment qui s'appelle Pierre Ninet, tout comme ça. Merde, le gendre idéal. Bah, Macron, au départ, on disait que c'est le gendre idéal. Bon, il s'est tapé sa grand-mère, donc voilà. Mais je sais pas à quel point c'est vrai. Je sais pas quoi vous dire, les amis. Je sais pas quoi vous dire. Puis auquel cas, alors sans faire des grands raisonnements, mais tu vois, le monde du cinéma est pourri, quoi. Il y a quelque chose de pourri au royaume du popcorn. Hein. Rappelez-vous quand même que l'affaire MeToo, on a effectivement quelques actrices qui viennent tirer la sonnette d'alarme, et à raison, hein, pour dénoncer tout ce qui se passe. Donc Weinstein a mangé, hein, ça c'est clair. Mais il était tout seul, le gars. Hein, au bout d'un moment, c'est qu'une fois de plus, on est dans un système avec des humains, et les humains sont d'une complexité rare. Donc Florence Foresti, d'ailleurs, non, c'est Blanche Gardin qui en parlait elle-même, qui fait une vanne là-dessus dans l'un de ses spectacles, où elle dit putain, si les actrices maintenant on est obligées d'apprendre nos textes, c'est chiant, tu vois. Mais au-delà de la vanne, et elle est excellente dans ce passage-là, il faut quand même rappeler qu'il y a aussi des actrices qui ont couché en toute connaissance de cause pour avoir des rôles. C'est la complexité de l'humain. Il y en a bien sûr qui ont été abusés, il y en a qui ont été moyennement abusés, il y en a qui sont juste allés dans la chambre d'hôtel et il ne s'est rien passé, mais c'est beaucoup plus complexe qu'en fait que Weinstein, le méchant Weinstein contre toutes les actrices. Et puis, même quand on continue à avancer dans cette affaire, Weinstein, il a travaillé tout seul en fait dans sa carrière. Il n'y avait personne autour de lui, il n'y avait pas d'autres producteurs, d'autres réalisateurs, des metteurs en scène, ce que tu veux. Personne n'était au courant en fait. Et du jour au lendemain, tu as quelques actrices courageuses et acteurs aussi d'ailleurs qui dénoncent le truc. Et tout le monde dit ah bah oui putain merde, on n'était pas au courant. Non mais faut arrêter les conneries. Faut arrêter les conneries. C'est une blague en fait. L'affaire MeToo est une blague sur le traitement après, on va dire l'explosion, et à raison, je le redis, hein, qui est surtout pas de malentendu. Après l'explosion, à raison, le traitement de l'affaire MeToo est une blague. C'est-à-dire qu'on a fait croire aux gens que Weinstein était tout seul. Tu vois, même des gens qui font des leçons. Alors, Pusher, ça tombe encore sur lui, promis. Je tire un petit peu sur l'ambulance, mais tu vois, des Omar Sy, des gens comme ça qui sont allés bosser aux États-Unis et tout, qui ont des photos à côté de Weinstein, qui ont forcément bossé avec lui de près ou de loin. On parle d'un putain de taulier d'Hollywood qui avait la main sur énormément de productions, énormément de gros films. Et là, ils viennent tous faire des grandes leçons, des grands raisonnements de Weinstein est en prison, on craint plus rien. Mais vous rigolez ou quoi? C'est comme l'affaire Matzneff. Matzneff, il s'est tiré en Italie, donc il n'y a plus de problème. Enfin, d'ailleurs, non, paraît-il qu'il est revenu vivant en France. C'est délirant. Quand vous êtes dans des logiques systémiques comme celle-là, des logiques d'abus systémiques, où les acteurs, actrices comme acteurs, c'est très important de le rappeler aussi, hein, y a beaucoup d'acteurs qui se font abuser, qui font des choses pas possibles pour avoir des rôles. C'est un système qui est une sorte d'esclavagisme moderne. Alors effectivement, avec les paillettes, les strass, les jolis habits, tu vois que du feu. Mais rendons-nous compte de ce à quoi sont forcés des actrices, des acteurs, peut-être même dans d'autres rôles du cinoche, que ce soit aux États-Unis ou en France ou dans d'autres industries du cinéma, pour avoir des beaux rôles et être sous les caméras. Vous êtes dans une logique d'exploitation. D'esclavage, j'abuse, le terme est fort. Je le retire, en mon âme et conscience. Mais vous êtes dans une logique d'exploitation des individus. Donc il faut arrêter les conneries. Le traitement de l'affaire MeToo, je le redis, hein, le post-MeToo, on va dire, est une blague. On se fout tellement de votre gueule qu'ils en ont fait un film qui s'appelle She Said. Je vous invite à regarder, hein, je peux vous mettre la bande d'annonce, hein, si ça vous intéresse. On est à Hollywood, quoi. Il se passe un drame absolu qui devrait réveiller le féminisme du monde entier. Ils en ont fait un film. Ils ont fictionnalisé le truc alors que les procès ne sont même pas finis. Regardez, c'est un bordel qui est sorti le 23 novembre... il y a un an, novembre 2022. Vous avez compris l'idée, ils en ont fait un film.
Ils en ont fait un film, donc voilà le niveau. Donc si vous voulez, cette histoire de liste, en vérité, bon, je ne sais pas si c'est vrai, si c'est faux et tout ça, mais arrêtons de croire que dans cette industrie, s'il y a une liste, ça y est, il y en a 4 qui vont tomber, mais non, ça va tomber sur un type qui est certes un taulier du machin, il va manger et puis il mangera pour les autres. Donc non, ça m'emmerde un peu ces histoires dans le cinéma. Hollywood, et d'ailleurs, ils font même des films pour vous raconter à quel point c'est Babylone, le truc, c'est le temple de la destruction de l'humanité, de la propagande, du mensonge, de l'argent, du stupre. Ils ont fait justement Babylone, pas longtemps, le film, qui raconte tout ça. Donc, mais c'est ce qu'il faut aussi la magie d'Hollywood, là encore, c'est la complexité. Je veux dire, on peut pas tout condamner et dire Hollywood c'est nul, on regarde plus rien. Non, il y a des histoires formidables, il y a des choses extraordinaires, mais Hollywood, c'est ce que l'humain peut faire de plus beau dans l'art. Il y a des films extraordinaires, puis il y a des trucs qui sont des trucs terribles. Donc voilà, c'est le petit coup de gueule aujourd'hui. C'est pas les cahiers du cinéma, mais on bricole. Donc voilà un petit peu les amis, ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui les copains. 17h40, on est bien, on est dans les clous. Je vous renvoie vers la farce tranquille à 18h. Et je vous dis, alors là, par contre, là, ça va hurler. Ça va ruer dans les brancards. Je vous mets le lien de la farce tranquille dans le chat. Et je vous donne rendez-vous lundi prochain. Putain. Et oui, parce que là, demain, c'est férié, donc au dodo. Vendredi, on est sur la route. Dijon, samedi et dimanche pour le spectacle. Donc, retour à Lausanne lundi. Donc, je vous donne rendez-vous lundi prochain, les copains, pour le nouveau Juste Bistrot. J'ai hâte de voir ceux qui seront là. Il y aura 20K91 qui sera là, ça fait plaisir. Hâte de te voir à Dijon. Voilà les amis. Alors, il y a Ken Dashi qui est pas content. On finit sur une note de grognonnerie, mais j'aime bien lire les messages avec les gens à qui ils sont pas d'accord avec moi, et c'est chouette, c'est tout le but de l'émission, qui dit arrête de jouer ton ouin-ouin Hollywood est satanique, quitte ton monde de bisounours pour dormir tranquille. Voilà, c'est dit, tu vois, comme quoi on est bon. Et Philanthrope qui dit déjà hier, tu n'es pas venu. Ah oui, c'est vrai que pas oublier non plus que j'ai une vie, Philanthrope. Hein. Je suis pas non plus une pute du buzz. Je suis pas encore Hollywood. Donc parfois, je viens pas parce que j'ai pas envie. Hein. C'est pas une obligation légale. Parfois, faut le sentir. C'est nous les grands artistes, nous les Popek, nous les Jean Castex. Parfois, j'ai pas envie. Parce que sinon, si je viens quand j'ai plus envie, après, je vais péter les plombs. Hein. Je préfère venir faire des blagues sur les zizi, puis repartir l'esprit détendu. Voilà les amis. Merci d'avoir été là les copains. Et Philanthrope qui dit oui, mais tu l'as annoncé la veille. Ça, c'est le sens de la surprise. Ça, c'est le sens de la surprise, les copains. Voilà, merci à vous les copains d'être au rendez-vous, d'être là. Bonne farce tranquille. Ce soir, je vous l'ai dit, épisode un petit peu zinzin. Et on se retrouve dès la semaine prochaine. Je vous embrasse les copains. Prenez soin de vous, vive la rigolade, vive la France, et à demain.